Bonjour à tous et à toutes. On est revenu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma chambre. J'ai une table. Mon bureau est de l'autre côté. Mais le bureau, comme je n'ai pas d'étagère pour le moment, mon bureau est blindé. Me faut des étagères. Faut que je voie ça avec mon fils. Voilà. C'est mon fils qui va décider si je peux mettre des étagères ou pas. Enfin, c'est lui qui décide avec papa, hein. Bref. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais tout ici. J'ai tout... Enfin, vous verrez... Non, je dis rien. Nous allons faire la lecture du livre. Là, c'était le livre... Alors, c'est l'histoire que j'ai lue avant, c'est Le domaine de la butte au loup. Et c'est suivi de Quand le monstre s'éveille. Et ça vous a beaucoup plu, ça, l'histoire de la butte au loup. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, allez-y. J'essayerai de vous lire un peu la Dame aux camélias, je ne sais pas, enfin, de ce que je peux avoir en livre. Je vais essayer de vous trouver des petites histoires, même pour enfants, quoi. Je vais essayer de voir ça. Voilà. Vous parlez un peu d'animaux, est-ce que ça vous plairait tout ce qui est architecture de château? Est-ce que les animaux, ça vous intéresserait aussi? J'ai l'abécédaire de la nature, j'ai les châteaux, je crois que c'est un truc sur la jungle. Enfin, j'ai un peu tout sur les animaux, sur les châteaux, sur Château de la Loire, bien entendu. Je peux vous parler de plusieurs châteaux, voir même comment décortiquer un château. Mais ça, faut que je voie vraiment la structure, les tours, machicoulis, etc., etc. Voilà. Je viens de lire une histoire. Non, excusez-moi. Je viens de lire un message. J'ai une grande copine qui me fait « Tu me fais la tête ». Non, je ne fais pas la tête. Je suis très occupée. C'est deux choses différentes. J'ai été occupée avant. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça français. Enfin, si c'est français. Je n'ai même pas de machin pour mes lunettes. Bon, bah tant pis, on fera avec. On fera avec. Oh, je prends mon... Donc, je disais donc, oui, j'y fais pas la tête du tout. Je répondrai tout à l'heure. Je suis en vidéo. Je sais même dire à monsieur si tu as besoin. Et si je te réponds pas, c'est que je suis en vidéo. Voilà. Je ne réponds pas. Moi, les vidéos, si je les coupe, faut que je refasse. Moi, j'aime pas couper une vidéo. Ou si elle se coupe, c'est vraiment pas de ma faute. Ouais. Donc, on va commencer l'histoire. Je voulais dire le domaine de la butte au loup. Non, on l'a vu avant. Dommage. Ceux qui veulent l'entendre, c'est ma voix. Je le lis. On se passionne quand même à l'histoire, hein. On s'y prête. J'essaye de bien articuler, de pas y aller trop vite, etc. Si c'est trop vite, dites-le. Les histoires que je ferai plus tard, je les ferai moins vite. Et là, c'est Quand le monstre s'éveille. Donc, je ne vais pas essayer, je vais pas couper parce que sinon... Voilà. L'histoire, pour vous dire, ça se trouve, l'histoire va se passer en Touraine, au Centre-Val de Loire. Voilà, c'est la région Centre-Val de Loire. Pour situer, pour ceux qui ne savent pas. Moi, je suis dans le département 37. Voilà. Et il y a ma petite Isa, que je fais un petit coucou. Elle, ça y est, je sais même plus. Oh, Maïsa elle va me détester. Oh, Maïsa va me détester. Ah, puis la machine là-bas. C'est quoi déjà? Le Loiret. Eh bien, vous chercherez. C'est dans le Loiret. Voilà, je ne sais pas tout. Je sais que l'Indre, c'est le 36. Le Loiret-Cher, c'est le 41. Ben, le Loiret, ça doit être le 46. Ou 45.
J'ai peut-être dit une connerie, mais bon. Vous chercherez. Je suis désolée, Isa, à chaque fois que tu m'envoies, je regarde. Je sais toujours pas où que c'est le Loiret. Je le situe bien, le Loiret. Mais voilà. Bref, bon, je suis pardonnée. Hein, à part le 1, c'est l'Aisne, le 2, c'est l'Ain. Non, le 1, c'est l'Ain. Et le 2, c'est l'Aisne, c'est le 02. Le 03, c'est l'Allier. Voilà. Après, il y a le 17, 16, 17, Charente, Charente-Maritime. Les Deux-Sèvres, je ne sais plus. La Vienne, c'est 86. Parce qu'il y a ma maman. Donc voilà, les départements, c'est cric-crac, cric-crac. Voilà. Donc, on va commencer. Ça fait 6 minutes que je papote pour dire des conneries. Pardonnez-moi. Non, mais c'est un peu intéressant de savoir ça. Donc, je commence l'histoire, je ne coupe pas. Voilà. Sauf pour vous dire, voilà, j'arrive pas à les minutes, ça se coupe après 1 heure. Voilà. Donc, je ne veux pas bouffer mes minutes. On commence. Quand le monstre s'éveille. Il est parfois un petit coin tranquille dans notre beau pays que l'on découvre un jour, au hasard d'une escapade et pour lequel on éprouve une admiration immédiate. On ne connaît rien de cet endroit, mais on souhaiterait y vivre, parce que tout à coup, on est tombé amoureux à tel point que l'on n'a jamais rien vu de plus beau, de plus calme. Même les odeurs semblent uniques, les sons si doux et les couleurs si belles. Mais est-il toujours si tranquille, ce petit coin de paradis? C'est ainsi que cette année, notre petit coin de paradis nous emmène en Touraine, chez Julien et Christine, un couple d'amis qui nous a invités à passer les vacances d'été dans leur propriété du Val-de-Loire. C'est un mois de mars précédent que nous avons découvert pour la première fois cette région. Avec Marc, mon ami, mon mari et ma fille Patricia, nous étions allés passer le week-end pascal chez eux. Nous avions alors eu une révélation. À la vue de ce petit bourg, un tout petit hameau situé au bord de la Loire, entre Amboise et Vouvray. Non, entre Amboise et Vouvray. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Amboise est là, Vouvray est là. Blotti contre les plateaux beaucerons, les vastes forêts solognottes et les bocages de la Champagne berrichonne. Le Val-de-Loire montre un paysage de coteaux plantés de vignobles, d'arbres fruitiers, de cultures florales et maraîchères. Dans un cocon de verdure se suivent, se côtoient bourgs, demeures anciennes, manoirs et châteaux qui ont servi durant des siècles de décor à notre histoire de France. Dans toutes les régions du Pays de Loire, il semblait que l'on connaisse par la laideur. Depuis des siècles, tout a été bâti avec goût, que ce soit les façades, les cours, les jardins. Tout est plaisant, tout est un régal pour les yeux. La qualité de la pierre y est pour beaucoup. Elle semble magique. Le tuffeau est un matériau inimitable dont la coloration varie du blond au gris en passant par le blanc suivant le moment de la journée. En fait, tout s'accorde dans ce pays. Le décor s'harmonise au fil des heures avec le paysage. Le gris vert des prés, le gris bleu
de l'eau et du ciel, avec ses maisons claires aux toits d'ardoise qui se mirent dans le fleuve, tel un tableau d'un grand peintre. Il y a une vraie noblesse dans cet endroit. Ceci est dû au goût certain du choix des matériaux. Bien sûr, mais aussi à la proximité de tous ces châteaux constituant notre patrimoine. Comment ne pas rêver en pensant qu'à quelques kilomètres de nous, un roi, Charles VIII, est né, est devenu roi de France, puis est mort dans son château de style gothique et Renaissance d'Amboise, où François Ier également y mena une vue fastueuse au début de son règne pour y faire venir Léonard de Vinci, qui est enterré que de noms illustres. Enfin, ici ressort une étonnante unité d'ambiance et de caractère due certes au paysage, mais aussi aux habitants. Ne disons-t-on pas d'ailleurs que c'est une Touraine qui est la plus belle langue française, celle de la vraie France? C'est donc avec grand plaisir que nous avons accepté l'invitation de nos amis pour les vacances d'été. Julien et Christine sont des amis d'enfance. Ils ont eux aussi une fille, Magali, de 1 an et demi, l'aînée de Patricia. Aussi sont-elles ravies de pouvoir passer un mois ensemble sans se quitter, car elles s'entendent à la perfection. Lorsqu'elles se retrouvent, ce n'est pas pour jouer à la poupée comme toutes les autres petites filles de leur âge. Non, c'est pour grimper aux arbres, faire de la luge sur les meules de paille ou tout autre jeu de garçons des vrais gars manqués. Dans le jeu, mes deux adorables fillettes dans la vie, adultes et responsables. Pour cette année, elles ont prévu d'aller à la pêche, de construire une cabane en planche en haut du marronnier. Le compte à rebours a commencé. Nous sommes le dimanche 23 juin 1991 et le vendredi 28 aura lieu le grand départ. Le 23 juin 91. Mes enfants n'étaient pas nés. Là, ça fait... Pour vous donner un ordre, j'avais même pas 20 ans. Ben, j'avais 18 ans. Enfin, j'allais les avoir, mes 18 ans. Oula, c'est où? Ouh, c'est loin, mes 18 ans. Voilà. Alors, le grand départ, il ne reste plus... Alors, attendez. Et vendredi 28 aura lieu le grand départ. Il ne reste plus que 5 jours pour les préparatifs. Cette année, comme nous emportons ni la toile de tente ni le nécessaire de camping, il nous reste à penser en somme qu'aux vêtements. Le plus content de nous trois à ce sujet, c'est bien Marc. Il n'est pas un adepte du sac de couchage et de la maison de toile. L'année dernière, pendant les vacances d'été, nous étions partis à l'étranger et donc en camping. Et alors que nous dormions à même le sol, dont nous étions séparés d'une couverture pliée en quatre épaisseurs, c'est-à-dire un rembourrage satisfaisant pour le confort du dos. Il réussissait tout en dormant à faire bouger les cailloux qui étaient enfoncés dans la terre sous le tapis de sol de la tente. Et lorsque je dis cailloux, je devrais dire plutôt pierre. C'est bien que chaque jour qui passait devenait de plus en plus inconfortable. Il y avait également réussi à lier conversation avec une voisine qui ne parlait pas un mot de français et ainsi lui emprunter une chaise pliante à chaque repas, tandis que Patricia et moi, plus terre à terre au sens propre du terme, préférions la position des Indiens, assises en tailleur. Je pourrais aller jusqu'à dire qu'il n'aimait pas le camping, de plus ainsi que la voiture,
De plus, ainsi la voiture serait donc moins chargée. Excusez-moi. Nous passons donc la journée de dimanche, Patricia et moi, même à établir la liste des affaires à emporter. Nous commençons à les empiler dans les valises et les sacs de voyage. Maillot de bain, short, lunettes de soleil pour les jours avec, bottes de caoutchouc, imperméables pour les jours sans, le débardeur, les casquettes, les chewing-gums pour la route, les livres et les gâteaux secs pour s'occuper pendant le trajet, sans oublier, le nounours. Patricia, tu as 12 ans, tu vas tout de même pas emporter un ours en peluche, interroge Marc. Mais papa, regarde, il est tout petit, il entre dans la poche. Mais ce n'est pas pour le laisser dans ta poche que tu l'emmènes, je suppose. Eh bien, pour dire la vérité, c'est pour la nuit, répond Patricia. Martine, m'interpelle alors Marc, d'un air interrogateur, en laissant tomber ses bras de stupéfaction. Rappelle-toi, Marc, dès qu'il se passe quelque chose d'étrange, le nounours protège immédiatement Patricia avec ses petits bras musclés. Patricia regarde Marc. Marc me regarde et nous éclatons d'un rire si profond qu'il nous laisse échapper quelques larmes de joie. Le 5e jour de la semaine parut bien long. Mais tout arrive à qui sait attendre. Aussi le jour tout attendu arriva. Afin notre grand soulagement, après être sortis de nos emplois respectifs, nous nous retrouvons enfin à la maison avec encore plus d'enthousiasme que d'habitude. Nous chargeons les valises et les sacs dans la voiture et nous partons enfin. Excusez-moi. Qu'en dis-tu, Marc, si nous prenions l'autoroute? D'accord, de toute façon, un jour de départ en vacances, il y a trop de monde sur les routes. Pour faire du tourisme, nous serons plus vite arrivés. J'ai hâte d'être assis dans le jardin. Il fait un soleil magnifique. Je me mets bien, j'essaie de me mettre bien et tout. Voilà. Tu sais, j'ai l'intention de me lever tôt pour profiter des senteurs matinales de la campagne tourangelle. La rosée du matin de la flore naturelle des haies, des lisières et des talus dégage une arôme insoupçonnable de terre mouillée et d'herbes rases. Nous en imprégnant le nez et la gorge, nous emplissant les poumons, les arbres immenses et robustes, hébergeant et protégeant les différentes variétés d'oiseaux et puis les couleurs. La multiplicité d'espèces entraîne une association de couleurs prestigieuses aux premières lueurs de l'aube, parmi lesquelles les hêtres et les aulnes, arbres de haut jet, côtoient les arbres en taillis et quelques noisetiers. Je rigole parce que c'est dur à dire. Voilà, je m'excuse. Cela va être des vacances formidables. Depuis 4 mois, nous faisons des projets de balade, de visites d'excursions. Julien et Christine étudient toujours les cartes en leur possession. Le Val-de-Loire est un écrat de verdure. N'est-il pas surnommé le jardin de la France? Nous n'avons que l'embarras du choix pour choisir les itinéraires. Il faut dire que les crues y sont pour beaucoup. Si elles ont été néfastes et catastrophiques pour certains, au contraire, elles ont été bénéfiques et clémentes pour d'autres. Elles ont contribué la fertilité, les terres en transportant des limons, qui a ajouté au climat exceptionnel fourniture. Elles ont contribué à fertiliser les terres en transportant des limons qui, ajoutés au climat exceptionnel, fournit une culture fruitière et maraîchère des plus convoitées. Ici, le printemps est plus précoce, l'été y demeure plus chaud et on y découvre des arbres d'ornement. Importés
voilà longtemps par les Italiens. Nous avons également prévu une visite du monde floral. L'horticulture demande la grande spécialité du Val-de-Loire. Des millions de roses de toutes couleurs, de toute nature, simples, doubles, églantines, douces comme du velours, ou soyeuses comme les étoffes précieuses. Enfin, nous irons accroître notre connaissance dans le domaine viticole. Les vignes des terres graveleuses et des coteaux fait naître le vin rouge de Bourgogne et le vin rouge de Bourgueil et le vin blanc pétillant de Vouvray. Je vous dis une petite parenthèse pour ceux qui n'ont jamais été au Val-de-Loire, dans notre région de Touraine. Allez absolument, alors je ne sais pas c'est quand, faut regarder sur internet, le jardin de Villandry. C'est une tuerie. Il y a d'autres jardins à visiter, hein. Y a, Villandry entre autres, et après les châteaux de la Loire, hein, je ne vais pas les citer, hein, Chambord, Amboise, Chinon c'est une forteresse, Langeais, c'est où qu'il y avait je ne sais plus qui s'est marié justement là-bas, etc. Donc je fais une petite parenthèse et je bois un petit peu en même temps. Voilà. Voilà, c'est une petite parenthèse, je voulais dire. Alors, voilà. Même Bourgueil-Chinon, c'est l'un à côté de l'autre. Là-bas, il y a du très bon vin. Et bien entendu, pour ceux qui sont gourmands de fromage, le Sainte-Maure de Touraine. Mais allez plus, pas dans les magasins, allez plus dans les petites fermes. Les fermes où qui font les fromages. Nous, par chez nous, ici, il y a à Saint-Snoc et à Belchâteau. On en a deux excellents. Hein, voilà. Il y a Belchâteau et Saint-Snoc. Bon, Saint-Snoc, c'est une tuerie. Je vous le dis, si un jour vous passez par chez moi, voilà, je vous dis Saint-Snoc, c'est à 12 km. Même pas 12 km de chez nous, même pas. Je sais plus, 10 km 10 km pour aller chez ma fille, donc Saint-Snoc, peut-être 8 km. Voilà, en gros. Voilà. Non, je suis rendue là. Excusez-moi, je fais que de bailler. Je m'excuse. C'est l'heure. 4 heures à 16 heures. Bon, il est un petit peu plus de 16 heures, mais je baille à chaque fois à 4 heures. Je pense que ça doit être la digestion. Je parle toujours de ma digestion, je suis désolée. Je suis désolée. Enfin, moi, je parle beaucoup. Donc, est-ce qu'on va finir le livre? Oui. Nous arrivons vers 19 heures chez Julien et Christine. Chacun est heureux de se revoir. Les valises sont descendues de la voiture. Nous nous installons dans nos chambres. Quant à Patricia et Magali, elles ont bien évidemment projeté de dormir dans la même. Bah oui. Le chien Noiro et la chienne Blanchette sont eux aussi très contents de pouvoir se dégourdir les pattes. Alors, Noiro et Blanchette, c'est les deux chiens à Martine et Marc. Voilà. À la dame qui parle. Ils nous accompagnent toujours partout depuis tout petit. Ils se sont parfaitement adaptés à la voiture. De plus, grâce à leur petite taille, 5 kilos à eux deux, 5 kilos à eux deux, ils n'occupent pas beaucoup de place. Ils s'installent sur la plage arrière et dorment jusqu'à que nous arrivions, quelle que soit la distance à parcourir. Même si nous nous arrêtons en route, ils refusent de descendre comme s'ils avaient peur qu'on ne les voit pas et qu'on les oublie. Pourtant, cela est impossible. Ils font partie de la famille, nous les considérons comme nos enfants. Par contre, dès que la voiture est arrivée à sa destination, ils le sentent immédiatement. Et cela même s'ils ne sont jamais venus dans l'endroit précédent. Et là, ils acceptent afin de descendre.
Puis, vers 20h30, nous nous installons confortablement autour de la table du jardin pour dîner. Notre bruit ne peut déranger personne. Les voisins sont pratiquement inexistants. La maison éloignée du bourg, petit hameau de 53 habitants, les seuls voisins habitants à la ferme, à 300 mètres, où l'on va chercher le lait tous les soirs. L'odeur du lait me rappelle lorsque j'étais enfant. Nous allions chercher le lait tous les soirs à 19h. C'était très précis. Nous ne manquions jamais le rendez-vous de 5 minutes, car c'est à cette heure exacte que la fermière rentrait ses gros bidons pleins de lait chaud et écumant qu'elle venait de tirer du pis des vaches. Elle nous en faisait boire une bonne louchée qui nous laissait une belle moustache blanche autour des lèvres. Apparut la propriété la plus proche et à 150 mètres. Mais elle demeure inhabitée toutes les semaines. Elle appartient à un notaire parisien qui vient de passer tous ses week-ends à la campagne. La maison de Julien et Christine est construite sur une levée, qui est une sorte de talus, qui est constituée par les crues et les décrues du fleuve. Elle surplombe légèrement la propriété du notaire par le sud. Depuis sa terrasse, le nord et l'est est planté d'une haute haie qui borde le jardin et qui sépare ainsi un immense bois fiché entre deux propriétés et qui appartient également au notaire. C'est toujours aussi calme ici, dit Marc à l'intention de Julien. Ah tu sais, on ne peut pas dire que l'on est complètement seul. Même lorsque le voisin est là, on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne le voit jamais, insiste-t-il. Il est un peu bizarre, précise Christine. Je vais refaire ma... Il est un peu bizarre, précise Christine. Tu comprends cela, toi? Il est enfermé toute la semaine dans son bureau à Paris. Dès qu'il arrive ici, c'est pareil. Il s'enferme dans son château. Il est marié? Je n'ai toujours vu que lui. S'il est marié, c'est qu'il enferme sa femme à double tour dans la maison. Car je n'ai jamais vu personne d'autre, répond Julien. Cela me fait penser à ce qui nous est arrivé à Pâques et j'interroge Christine. Te souviens-tu de la comédie qu'il nous a fait le dimanche de Pâques parce que Magali et Patricia étaient allées cueillir des coucous dans son bois? Tu parles, j'ai cru qu'il allait s'étouffer tellement qu'il criait. Enfin, quand même, pour un notaire qui a l'habitude du monde, je ne supporte pas une seule présence. Il ne supporte pas une seule présence étrangère, c'est étonnant, et puis enfin, il aurait quand même pu nous dire gentiment qu'il refusait que les gosses entrent dans sa propriété, qu'il refusait que au lieu de hurler comme il l'a fait, et de toute façon, c'est pas un crime de cueillir une poignée de fleurs sauvages. Il va arriver demain matin. Il arrive tous les samedis matins, précisa Christine. Le lendemain matin, effectivement, très précis comme à son habitude, il arriva vers 9h, tandis que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse. La grille télécommandée s'ouvrit et l'approche de la camionnette qui s'arrêta à l'arrière du château. Entre nous, nous avions baptisé château, la propriété du notaire, à cause de sa forme qui ressemble à une maquette de château, une miniature presque, car en fait, c'est plutôt une maison bourgeoise, comme disent les gens en campagne, bâtiment cossu, pleine d'aisance, allant jusqu'à une exceptionnelle majesté marquée par l'encadrement des ouvertures et le choix des pierres constituant des linteaux et des piliers du porche d'entrée et formant une cour fermée, construite en moellons calcaire et crépi de sable, interrompue par des locatures, une belle demeure en somme. Dis donc, Julien, questionna Marc. Tu serais notaire, tu disposerais donc d'une voiture confortable?
obligatoirement pour visiter tes clients. Il y a souvent de la route à faire. Et puis l'image de marque, est-ce que alors tu te farcirais 250 km 2 fois par semaine en camionnette pour venir en week-end? Mais au fait, tu as raison. Il n'est vraiment pas clair, ce notaire. Là, il est seul. Qu'a-t-il donc à amener toutes les semaines dans cette camionnette? Et pourquoi se gare-t-il toujours derrière le château? La porte d'entrée se trouve logiquement, comme toutes les portes d'entrée, devant. Il est donc obligé de faire 50 mètres à pied pour monter dans sa voiture quand il fait beau. Pas de problème, mais quand il pleut, ça doit être plus... Ça doit être... Quand il pleut, ça doit être plaisant. Alors, je m'excuse, il y a une bestiole qui m'agace, qui me... Je la vois, en plus, elle est là. Je continue. Dans tous les cas, ce n'est pas le genre de personne que j'aimerais avoir dans mes relations, dis-je, à l'intention de Christine. C'est un vrai mystère, cet homme-là. La première semaine de vacances était passée à une allure folle. Quand on est bien, tout va trop vite. Attendez, je regarde un truc. La première semaine de vacances était passée à une allure folle. Quand on est bien, tout va trop vite. Le temps est resplendissant depuis le premier jour. Nous n'aurons peut-être pas une goutte d'eau du tout le mois. Les 3/4 du temps, nous le passons en balade ou à la pêche, et nous ne vivons pratiquement que sur la terrasse. Nous faisons des excursions merveilleuses, mais une région où se reflète surtout l'idée de la lumière douce, mais toujours présent, dans lequel s'épanouit une nature généreuse. La vallée de la Loire et la basse vallée de ses affluents sont des secteurs agricoles et surtout viticoles. À perte de vue sont alignés des cèpes comme des soldats au garde à vous. Pas un sarment ne dépasse leurs fruits bicolores. Des baies accolées comme un essaim vert commençant à blanchir, qui donneront le vin blanc sec ou sucré. Couleur du soleil ou violet, tournant vers le noir d'ébène, qui délivrerait un vin rouge léger ou épais, clair ou sombre, suivant la nature du sol. Puis la visite des domaines viticoles nous entraîne dans la visite des caves. Et là, c'est encore un spectacle grandiose. Moi qui suis néophyte en ce domaine, je n'avais même pas imaginé que le sous-sol bâti dans cette région fût à ce point du domaine du gigantisme. Et de la même manière que les cèpes, les tonneaux, les fûts, les quintaux et les tonnes sont eux aussi alignés avec une extrême rigueur. Une visite du territoire et ne surtout pas manquer. Le samedi matin suivant, comme une horloge bien réglée, la camionnette du notaire arrive, faisant son balai cadencé d'allées et venue habituelle pour enfin s'immobiliser derrière le château. Nous avons décidé aujourd'hui de ne pas bouger de la maison. La chaleur est à son paroxysme. Je m'épose. Le thermomètre est monté hier à 48 degrés en plein soleil.
Les pétales de rose du jardin brûlent malgré l'eau que nous leur versons aux pieds chaque soir avant de nous coucher. Quand l'air est devenu plus respirable, et nous aussi commençons à prendre la couleur mordorée du rôti qui mijote doucement. Nous attendrons au moins 19 heures avant de bouger, le moindre petit doigt. Après le déjeuner, allongés sur des tapis de bain à l'ombre du mur de la salle à manger, nous profitons ainsi d'un peu d'air filtrant des branches, des hauts arbres, sans être asphyxiés par l'ambiance étouffante d'un parasol, lorsque la clochette de l'entrée retentit. Julien se lève et ouvre la porte d'entrée, suivi de Marc qui en profite pour aller chercher une menthe à l'eau bien glacée. « Bonjour madame, que puis-je pour vous ?» demande Julien à sa visiteuse. C'est une vieille dame, tout de noir vêtue. Elle portait malgré cette chaleur les bas noirs de coton qui portent les vieilles femmes et des chaussures de toile grise foncées à lacets. Elle tenait d'une main un parapluie à grosses fleurs grises et blanches et un manche de bois grand ouvert qui lui servait à se protéger du soleil, et de l'autre un sac à main en vieux plastique entaillé d'avoir à prouver lui aussi son grand âge. « Bonjour monsieur, je cherche la maison de maître Ballon, le notaire. »« C'est juste la propriété à côté, madame, » répond Julien. « Ah bon, ce n'est pas trop loin, j'espère, parce que je suis venu en car, et il doit repasser dans le retour dans 2 heures. Je ne voulais pas le manquer jusqu'à l'arrêt. Il y a bien 1 kilomètre, questionna à nouveau la vieille dame. « Non, regardez, c'est cette grande maison que l'on voit ici, » lui indiqua-t-il d'un geste de la main. « Savez-vous si maître Ballon reçoit aujourd'hui ?» continua la dame. « Je ne saurais vous dire, madame. Je ne savais même pas qu'il recevait ici, puisque son cabinet est à Paris. Voyez-vous, c'est parce que je suis veuve et j'ai besoin d'un notaire pour régler quelques papiers très simples. Et comme je ne voulais pas aller en ville, pour si peu, j'ai pensé que peut-être maître Ballon voudrait bien se charger d'une simple formalité. C'est la boulangère qui m'a dit qu'il y avait un notaire ici. » Eh bien, de toute façon, nous l'avons vu arriver, il est là, c'est tout ce que je peux vous dire, termina Julien. Je vous en remercie beaucoup de votre aide, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Pendant que nous regardions la vieille dame pénétrer dans le parc, nous nous installons tous à l'ombre, une boisson fraîche à la main et un bon livre dans l'autre. « Tu ne lis pas ?» je demande alors à Marc. « Non, je préfère la contemplation. Je regarde les feuilles des arbres. » Marc aperçoit la vieille dame frapper à la porte du château. Elle attend un peu, fait le tour par derrière et soudain se fige vers le bois. Tiens, elle a dû apercevoir le notaire à travers les branches. Elle va à sa rencontre, précise Marc. « Qui donc ?» demande Christine. « La dame en noir. Tu sais que ce n'est pas beau de regarder chez les gens, se moqua gentiment Christine. Écoute, pour une fois qu'il y a de la visite, je voudrais savoir s'il ne va pas se mettre à hurler ou à sourire, répond-il en riant. Les filles que la chaleur ne perturbait absolument pas, jouaient à l'élastique et à la corde à sauter en se en se rafraîchissant toutes les demi-heures, à grands coups de jet d'eau, nous en faisant profiter bien involontairement. Même Noiraud et Blanchette n'appréciaient pas cette giboulée subite qui leur tombait sur les poils, et s'en allèrent se recoucher plus loin. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal de gorge, il faut que je m'hydrate souvent. Alors, l'eau qui tombait sur les pierres de la terrasse s'asséchait en quelques secondes. La flaque se rétrécissait à vue d'œil pour disparaître comme un mirage au contact de la pierre brûlante. La chaleur nous interdisait de marcher pieds nus, tellement les brûlures étaient intenses. Alors que je m'étirais non pas de fatigue, mais de courbature,
d'avoir gardé trop longtemps une même position. Marc interrompit le silence. Tu sais, Martine, elle n'est pas encore ressortie. Qui le questionnai-je? Bah, la dame en noir. Ma parole. Je vais commencer à m'inquiéter. Tu es tombé amoureux d'elle, plaisantai-je. Elle n'est toujours pas ressortie et elle a raté son quart, ajouta-t-il, sûr de lui. Comment sais-tu qu'elle a raté son quart demanda Julien. Car elle est arrivée à 14h30, elle nous a dit que son quart repasserait dans 2 heures et il est 18h30. Tu n'as peut-être pas vu, tu ne l'as peut-être pas vu ressortir. J'ai passé tout l'après-midi à regarder les feuilles des arbres. De là où je suis, il m'était impossible de rater la sortie de la dame. La grille est en plein devant mon nez et je ne me suis pas levée de mon fauteuil, précisa Marc sérieusement. Il l'a peut-être invitée à dîner et il la raccompagnera après, suggéra Julien. Avec la camionnette? Interrompit Marc d'un air amusé. Évidemment, cela faisait sourire d'imaginer le notaire faisant grimper la pauvre grand-mère sur le siège de la camionnette. Le notaire s'en alla comme son habitude le dimanche après-midi dès que l'on sache comment était repartie la vieille dame. Non, sans que l'on sache comment était repartie la vieille dame. Les jours passèrent et l'on oublia cette visite. D'ailleurs, le 14 juillet arrivé, et les 2 filles étaient excitées comme des puces. Je fais une pause. Je mets cette vidéo presque 1 heure et je vous reprends tout de suite après. Tout de suite pour la deuxième partie.